Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, le Sénégal vers une gestion intégrée du littoral pour faire face aux nombreux conflits y afférents va mettre en place une autorité nationale de gestion durable du littoral, une instance qui va veiller au respect de la loi sur le littoral et de la délivrance des autorisations d'exploitation. Litige foncier dans le Kassa au sud du pays entre le village d'Oussouye et celui de Mlomp-Dicomol. La communauté villageoise d'Oussouye réclame la restitution des conclusions de la médiation menée par l'évêque de Ziguinchor et le président de la CNDT. Ils veulent leur part de la vérité dans cette affaire qu'ils qualifient de vol de terre associé à des actes de vandalisme dont ils se disent victimes. La communauté laïenne sursoit pour cette année le pèlerinage de Nguédiaga à Malika, son deuxième plus grand événement, une décision prise après concertation et qui, selon Serigne Mandione Laye, coordonnateur général du pèlerinage et fils du Khalif, vise à stopper la propagation du virus dans ce contexte de pandémie. À Gorée, qui a enregistré le week-end dernier son premier cas de Covid-19, le maire appelle au calme et à la sérénité, mais invite à une prise de conscience des populations qui doivent systématiquement, selon Maître Augustin Senghor, changer les habitudes. C'est pour très rapidement éjecter le virus hors de l'île où le dispositif sanitaire reste renforcé. On s'intéresse également à la situation au Mali où le CNSP, dans son acte 001 CNSP, se confère l'exercice du pouvoir le temps de la transition. À suivre également en fin d'édition Info Santé, mise en onde assurée par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Bienvenue à tous. Lancé depuis 2011, le projet de loi sur le littoral bientôt finalisé. Le Sénégal veut relever le défi de la préservation de l'environnement pour une gestion intégrée et durable des 700 km de côte. Et pour faire face aux problèmes sur le littoral, une autorité nationale de gestion durable du littoral dénommée Angèle verra le jour. Josette Kali. Le Sénégal en phase de mettre un terme aux nombreux litiges sur le littoral. Le projet de décret portant application de la loi sur le littoral pour une meilleure gestion des 700 km de côte presque validé. Ce dit projet va tourner autour de chapitres et de principes aux normes des conventions internationales. Cheikh Ndiaye Sylla, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cette loi littorale et son décret d'application vont traiter de 12 chapitres et de 8 principes. Tous ces temps derniers, on a eu beaucoup de problèmes sur le littoral. Ce n'est pas seulement cela qui a fait qu'on puisse le faire, parce que c'est un processus qu'on avait commencé depuis 2011. Il y a lieu aujourd'hui de finaliser vraiment des dispositions juridiques pour que le littoral soit géré de manière intégrée. Tout cela, avec tous les acteurs, on fait en sorte que la façade maritime soit protégée. L'une des principales innovations sera la mise en place d'une autorité nationale de gestion durable du littoral dénommée Angèle, qui va veiller au respect de cette loi et même de la délivrance des autorisations d'exploitation. Qui va assurer la gestion intégrée et la corrélation avec tous les acteurs et les activités qui s'y passent. Il y a un chapitre sur l'aménagement du littoral avec un plan d'aménagement global du littoral et des plans régionaux qui vont être sur les façades maritimes, plus maintenant des évaluations environnementales de tous ces plans-là. Comment le littoral va être utilisé, donc comment le public va être impliqué. Face aux problèmes récents sur le littoral, la loi n'exclut pas l'idée un jour de passer à la démolition de ces constructions. Dans les dispositions transitoires de la loi, il y a ces aspects de rétroactivité. Donc ça va se faire au cas par cas. Donc une fois que la loi et son décret pris est adopté, on va revenir maintenant en toute transparence sur toutes ces activités-là. Certainement, il y aura qui vont être détruites parce que d'une manière générale, ça gêne l'accès et ça dégrade aussi le littoral. Ce projet sera bientôt présenté à la commission technique de l'Assemblée nationale pour lutter contre les nuisances ou dégradations sur le littoral pour que les aménagements ne soient pas à titre privé, mais plutôt public. Le village d'Oussouye dans le Kassa réclame la restitution des conclusions de la médiation menée par l'évêque de Ziguinchor et le président de la CNDT concernant le litige foncier qui l'oppose au village de Mlomp-Dicomol. Les responsables de la communauté villageoise d'Oussouye ont fait face à la presse ce jeudi. Voici Souleymane Diédhiou, leur porte-parole avec Ben Michel Kanfoudi. En effet, le 8 juin dernier, la communauté villageoise d'Oussouye a reçu l'évêque de Ziguinchor et sa délégation venus faire une offre de médiation pour la résolution du litige foncier qui oppose le village de Dicomol à celui de Oussouye. Ainsi, des enquêtes indépendantes
ont pu être diligentés par la délégation auprès des deux parties et au-delà dans les villages riverains de Loudjadjola, Okot, Kahinde, Sengalen et Haer. Les résultats des dites enquêtes démontrent, s'il en est encore besoin, la légitimité de nos revendications et la mauvaise foi de nos voisins. Il sera en outre loisible à tout esprit soucieux de la vérité de constater avec l'ensemble des populations du département d'Oussouye, y compris les autorités administratives, qui détiennent par devers, elles, des preuves irréfutables et indélébiles d'actes dégradants et inhumains infligés aux populations d'Oussouye, allant des sévices jusqu'aux actes de vandalisme commis contre leurs biens. L'exemple le plus illustratif est la fusillade ignoble et lâche de notre frère Jean-Jacques Badian, rendu handicapé par les balles d'un habitant de Djikomol. En définitive, nous espérons que toutes les autorités administratives et territoriales qui suivent ce litige foncier que Djikomol a encore provoqué prendront leurs responsabilités pour dire aux habitants de Djikomol de mettre fin à ces pratiques honteuses de vol de terre. 9 milliards de francs CFA pour l'extension du réseau hydraulique, la construction de structures sanitaires entre autres dans la ville de Touba. C'est dans le cadre du PACASEN, projet d'appui aux communes et aux agglomérations. Les travaux vont démarrer avant la fin de l'année, a annoncé le directeur général de l'AGETIP. Il était à Touba ce jeudi, El Hadj Malick Gaye avec Toutissé. C'est un programme de l'État du Sénégal, du président Macky Sall, qui a mis ça à la disposition des collectivités de 123 collectivités territoriales du Sénégal. Touba, une des grandes agglomérations de ce pays, en bénéficie pour un montant de 9 milliards, compte tenu vraiment de sa population, de la diversité de ses problèmes, etc., mais surtout de ses critères de performance. D'importants programmes ont été inscrits dans son programme triennal d'investissement, à savoir des projets de voirie, plus de 24 km de réseau d'adduction d'eau, un important programme de centres de santé et de postes de santé, et d'autres programmes pour vraiment, améliorer la mobilité urbaine, les conditions de vie des populations. En ce qui concerne les 24 km de réseau d'adduction d'eau, nous avons bouclé les études, l'appel d'offres a été lancé et les attributions sont en cours. En ce qui concerne le projet de voirie, les études sont terminées, l'appel d'offres est lancé et l'attribution est en cours. En ce qui concerne les équipements sanitaires, les études sont terminées. Mais en dehors du PACASEN, on est venu aussi regarder d'autres problématiques, telles que les problèmes des marchés, tels que les problèmes des gares routières. Mais là, nous n'avons pas encore échangé en profondeur avec le maire et nous allons tout faire pour accélérer la cadence afin que ces projets retenus connaissent un début d'exécution avant la fin de cette année. À l'instant, le directeur général de l'AGETIP, El Hadj Malick Gaye, qui était à Touba ce jeudi pour annoncer 9 milliards de francs CFA dans le cadre de l'extension du réseau hydraulique, la construction de structures sanitaires, entre autres dans la ville sainte. 400 compteurs intelligents vont être installés à Gorée pour permettre aux populations d'être plus autonomes et de mieux gérer les consommations en électricité. Une innovation que la Sénélec compte bien étendre avec des appels d'offres pouvant permettre d'atteindre 400 000 compteurs qui seront déployés au fur et à mesure partout dans le pays. Un compte rendu signé Aïssatou Gueiba. La clientèle n'a plus besoin de venir au niveau de son compteur pour vérifier toutes les informations relatives à sa consommation. Pour cela, il suffit juste d'utiliser son smartphone. C'est à Gorée que la Sénélec a choisi d'implanter cette innovation première dans la distribution de l'électricité. Il s'agit bien entendu des compteurs intelligents, ces nouveaux dispositifs qui seront installés dans cette petite communauté. Papa Madame Bobitei, directeur général de la Sénélec. Aujourd'hui, nous envisageons d'en installer 400 et de faire de Gorée la phase pilote de cette généralisation. Et c'est pour ça que nous avons dépêché une équipe et nous allons maintenir l'équipe qui sera là. Des compteurs qui comportent plusieurs avantages pour les clients, mais aident également la Sénélec à assurer une meilleure qualité de service à la clientèle. Et c'est encore une fois l'objet de ces compteurs intelligents qui nous permet en temps réel de savoir quelles sont les difficultés des clients, en temps réel comment améliorer la qualité de service des clients
en même temps anticiper sur les difficultés qui peuvent venir. Et c'est toute cette innovation-là que Senelec va mettre à la disposition de sa clientèle. Un grand satisfecit pour le maire de la Petite-Île, Maître Augustin Senghor. Gorée aujourd'hui se réjouit de pouvoir contribuer quelque part de l'électricité dans le secteur et dans le domaine en tout cas des pays qui sont en avance dans ce domaine en Afrique et dans le monde. D'ailleurs, Gorée ne sera que la phase pilote du projet. La Senelec compte généraliser ce nouveau dispositif. On a un appel d'offres qui est en cours, qui va nous permettre d'acquérir 400 000 compteurs que nous allons déployer au fur et à mesure en fonction des objectifs budgétaires qu'on s'est donnés et en même temps en fonction des objectifs commerciaux qu'on se fixe pour pouvoir atteindre l'optimum. Après les compteurs classiques Woyafal, ce nouveau joyau de la Senelec va révolutionner, mais également faciliter la consommation en électricité pour les abonnés. La coalition des confédérations syndicales des travailleuses et travailleurs du Sénégal, qui regroupe en son sein la CSA, la FGTS, la CNTS-FC, l'UNSAS et l'UDTS, vole au secours des travailleurs du site juste. La coalition impute la responsabilité du gouvernement et invite l'État à respecter les acquis étroits des travailleurs par un dialogue franc. Concernant les travailleurs de la Société africaine de raffinage, la CCSS alerte, la boîte traverse d'énormes difficultés. Des mesures hardies s'imposent pour retracer la situation tendue entre la direction et les travailleurs. Eliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, interpelle le chef de l'État. Il est joint par Adam Ndione. Assister les travailleurs et les syndicats en lutte, et à chaque étape de leur lutte, soit nous les accompagnons par rapport à des négociations, soit les accompagnons par rapport à la solution de sortie de crise. Et je crois que la période de la pandémie est encore une période beaucoup plus difficile pour mener des luttes. Ça nécessite vraiment l'accompagnement des coalitions des centrales. C'est ça qui fait que la coalition a travaillé avec les camarades travailleurs de la justice. Ils ont été accompagnés par l'UNSAS, mais au-delà de l'UNSAS, la centrale à laquelle ils sont affiliés, la coalition avait jugé nécessaire quand même d'intervenir, parce que au-delà de la lutte qui a perduré, c'est le service public même de la justice qui est paralysé. Et si l'administration de la justice ne fonctionne pas, vous savez, il y a plein d'usagers qui commençaient à se plaindre. Et pour nous, syndicats, il n'était pas question d'accepter que les camarades soient fragilisés et que le droit de grève soit mis en doute par le gouvernement. Vraiment dans ce sens-là que nous avons jugé nécessaire d'accompagner. Non, la réaction n'est pas tardive. Quand on a senti que les positions devenaient de plus en plus braquées, qu'il fallait intervenir pour aider à trouver une solution. Par rapport à la SAR aussi, c'est pareil. C'est à ce niveau, je pense que nous sommes dans l'anticipation, parce qu'au niveau de la direction générale, il faisait comprendre qu'il n'y aurait pas d'idée. Mais aujourd'hui, tenant compte de la position et des informations des travailleurs, aujourd'hui, il est urgent que le gouvernement prenne des mesures pour que le système de raffinage soit continue. Parce que si ça ne continue pas, nous risquons d'aller vers des points d'alerte, que le gouvernement prenne des mesures hardies pour que vraiment cette situation nous appelle très rapidement. Grogne dans le secteur de l'éducation. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEP réclame un guichet unique national pour résoudre les lenteurs administratives préjudiciables selon eux à la carrière des enseignants. Son secrétaire général Mbaye Sarr, en tournée dans la région de Sédhiou, exige par ailleurs la reprise de l'épreuve des mathématiques au CFE en raison, dit-il, des intempéries et autres dysfonctionnements liés à l'organisation. Mbaye Sarr, secrétaire général du SADEP, au micro de Moussa Dramé. Ici à Sédhiou, les enseignants que nous avons rencontrés souffrent terriblement des lenteurs et lourdeurs administratives qui plombent sérieusement leur carrière. Parce que comme vous le savez, ces enseignants à Sédhiou sont d'abord victimes de la position géographique par rapport à Dakar, et également ces enseignants sont parfois placés dans des endroits difficiles d'accès. Il s'y ajoute maintenant la question relative aux lenteurs et lourdeurs administratives qui plombent sérieusement leur carrière. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation s'injure contre cet état de fait et exige illico presto le règlement définitif de cette question relative justement aux lenteurs administratives. Pour ce faire, demandons au président de la République d'ordonner l'institution d'un guichet unique tous les 6 mois pour regrouper l'ensemble des services de l'État qui doit agir sur les dossiers concernant les enseignants. Et de ce point de vue, les enseignants pourront être traités à chance égale et que la qualité pourra être obtenue et que l'équité va être de mise.
sans quoi les enseignants risqueront toujours d'être pénalisés et le système éducatif va continuer d'en pâtir. Sur un autre plan aussi, nous pensons que la correction du CFE ne devrait pas se faire sans que l'épreuve de mathématiques ne soit reprise sur l'étendue du territoire national. Parce que comme vous le savez, lors de cet examen, l'épreuve de mathématiques a fait sujet de polémique parce que des élèves ont été installés dans une situation difficile, ne leur permettant pas de compétir à chance égale en même temps que les autres élèves du Sénégal. Pendant l'examen, du fait qu'il y avait les intempéries, les élèves du Sénégal n'étaient pas mis tous dans les mêmes conditions pour compétir. Et pour ce faire, nous exigeons la reprise immédiate de cette épreuve de mathématiques sur l'étendue du territoire national, sans quoi on aurait fait de l'injustice. Notre organisation déplore cet état de fait et nous réclamons justice sociale et l'équité dans l'admission de cet examen-là. Du secrétaire général du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation Baïsar, en tournée dans la région de Sédhiou, qui exige la reprise de l'épreuve des mathématiques du CFE en raison, dit-il, des intempéries et autres dysfonctionnements liés à l'organisation. Face à la sortie de certains réclamants du collectif du collectif des employés de l'ISAC et qui réclament 8 mois d'arriérés de salaire, un autre collectif des travailleurs a fait face à la presse aujourd'hui pour apporter des précisions sur les tenants et aboutissants de cette affaire qui défraie la chronique. Pour ce collectif, ces sorties ne sont que l'affaire d'anciens étudiants que le directeur voulait aider en leur octroyant une aide mensuelle. Aucun contrat ne les lie à l'ISEC. Badara Diaye est leur porte-parole. Il est au micro de Ismaïla Marcel Koli. Le but de cette rencontre, c'est de rétablir la vérité sur les présupposés arrêts de salaire dont l'ISEC est victime. Des anciens étudiants de l'ISEC qui ont bénéficié de l'humanisme de l'ISEC, qui ont octroyé des bourses gratuitement, qui étaient là avec nous en tant que collaborateurs du président directeur général. Et à la fin de chaque mois, le DG les octroie une bourse. Mais ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire, c'est une bourse. Tout simplement. C'est une aide. C'était des étudiants qui ont été pris en charge gratuitement par le président directeur général, M. Mamadou Diop. Ce sont ces étudiants-là qui croyaient que c'est eux-mêmes qui détiennent le bon fonctionnement de l'établissement. Et alors tout cela, c'est faux. Le vrai collectif, le vrai personnel de l'ISEC est toujours à l'ISEC. Vous aviez à ma droite le directeur des études, le comptable et les chefs de campus de Guédiawaye, de Kolda, de Fatick, de Kaolack et de Kédougou. Donc ce sont des faits vraiment qui n'est pas beau à voir. Ce ne sont pas des employés de l'ISEC. Ça, il faut le dire. C'était des anciens étudiants. Vous savez qu'au Sénégal, on a un problème d'emploi, surtout en Afrique. Après leur formation, par humanisme, le président directeur général de l'ISEC, M. Mamadou Diop, les a récupérés pour les aider socialement. À la fin de chaque mois, il donne un pékin. C'est-à-dire, Nehal en Wolof, c'était pas un salaire. Il n'y avait pas un contrat qui les lie, pour dire la vérité. On n'a jamais vu au Sénégal et en Afrique un étudiant, surtout un ancien étudiant qui réclament un salaire. Il faut que les choses soient claires. Job les aider socialement. Et eux, s'ils croient qu'ils peuvent empêcher les cours, ils se trompent. Les cours ont commencé depuis le 8 juin avec une plateforme e-learning de la dernière génération créée depuis 2009. C'est eux qui écrivent sur les réseaux sociaux, à l'ISEC, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est pas vrai. Leur conférence de presse ou point de presse n'a rien impacté sur le bon fonctionnement de l'ISEC. Rien n'a changé. Les cours fonctionnent bien. Sud FM. Le pèlerinage de Guédiaga à Malika, deuxième plus grand événement pour la communauté layène cette année à cause de la pandémie de Covid-19. L'annonce est faite par le coordonnateur du pèlerinage et fils du Khalif Serigne Mandione Laye au cours d'un point de presse, une décision prise après concertation du comité d'organisation pour freiner la propagation du virus et participer à l'effort de guerre contre la pandémie. Serigne Mandione Laye est avec Moussa Thiam. Remercier toute la famille de Seydina Limamou Laye qui ont bien voulu me donner cette opportunité pour expliquer un peu ce qui est aujourd'hui la grande équation pour la communauté laïenne, qui est le pèlerinage de Guédiaga à Malika. Comme vous le savez, le pèlerinage de Guédiaga draine beaucoup de monde. Si on le compare un petit peu avec l'appel, vous imaginez aisément que c'est un très grand événement. Et cet événement demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Mais avec le contexte que nous vivons actuellement avec cette pandémie de Covid-19, la famille s'est réunie pour en discuter, pour voir un peu est-ce qu'il est opportun d'organiser cet événement-là. Mais quand nous avons échangé, nous avons constaté qu'il est très difficile d'organiser ce pèlerinage-là. Parce que contenir plus de 1000 personnes, ce n'est pas évident. Nous avions décidé donc pour cette année de surseoir à cet événement jusqu'à l'année prochaine. Et donc c'était l'occasion pour expliquer un peu à l'ensemble des talibés et à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal de mettre l'accent sur cette problématique de pandémie du corona pour que chaque fait son propre problème.
essayer de respecter un peu toutes les barrières et consignes des autorités sanitaires pour que nous puissions juguler cette pandémie-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on m'a chargé de dire à l'ensemble de la communauté layène que cette année, Ngadiga sera célébrée l'année prochaine. Donc, voilà l'information que nous voulions relayer pour que toute la communauté layène en particulier et la communauté musulmane en général comprennent un peu le contexte auquel nous vivons. Nous a obligé aujourd'hui d'annuler ce pèlerinage-là. Premier cas de coronavirus à Gorée, Maître Augustin Senghor rappelle au calme et à la sensibilisation. Le dispositif de sécurité va être renforcé pour prévenir d'éventuelles autres contaminations. Écoutons le maire de Gorée, Maître Augustin Senghor. Il est au micro de Aïssatou Gueye-Ba. Il y a forcément d'autres cas qu'on peut déceler. On attend les résultats, mais l'un dans l'autre, je pense que dès qu'il y a un cas communautaire, il faut s'attendre à avoir d'autres cas contacts. Et donc nous, au lieu de paniquer, ce qu'on appelle les populations à faire, c'est de garder la sérénité comme ils l'ont toujours gardé et être rigoureux dans la détection de ceux qui ont été en contact de la personne atteinte par le virus. Ce week-end, nous avons connu notre premier cas et je pense qu'aujourd'hui, nous devons simplement constater un fait, c'est-à-dire si nous avons pu tenir pendant 6 mois face à la maladie pour avoir 0 cas, nous devons être en mesure aujourd'hui de renforcer notre dispositif pour pouvoir éjecter le virus hors de Gorée. Et pour cela, c'est non seulement un renforcement des mesures qui ont été prises, mais aussi une grande sensibilisation et un renforcement de la prise de conscience des populations que la donne a changé. Si on pouvait se permettre certaines libertés parce que le virus n'était pas là, maintenant, tous ensemble, en tant que communauté, nous devons nous liguer pour extirper le virus de Gorée. Et je dois vous dire aussi qu'on est en contact avec la cellule opérationnelle du ministère de la Santé. Le professeur Bousso nous a déjà contactés et ils n'ont même pas écarté de venir la semaine prochaine à Gorée pour faire de la sensibilisation, mettre en place un dispositif. Parce qu'aujourd'hui, les petites difficultés qu'on aura par rapport aux autres, c'est que nous sommes dans une île enclavée. Les cas qui seront détectés ne peuvent pas être transportés avec les passagers dans la chaloupe. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore une vedette médicalisée officielle entre Gorée et Dakar. Donc je pense que ce sera l'occasion de régler ce problème. International. L'actualité internationale pour parler tout d'abord du Mali. Le Comité national pour le salut du peuple publie au journal officiel de la République du Mali l'acte fondamental numéro 001 CNSP du 24 août 2020, un texte qui confère l'exercice du pouvoir au comité et désigne le président du CNSP, chef de l'État, le temps de la transition. Amadou Moustapha Dian nous présente les articles de cet acte fondamental. La junte militaire malienne se taille une constitution en attendant la transition. L'acte fondamental numéro 001 CNSP du 24 août 2020 est signé et acté. Après le préambule de cet acte fondamental, signalant au passage le caractère populaire des événements du 18 août 2020 et la création le 19 août du Comité national pour le salut du peuple, l'acte réaffirme l'état de souveraineté du Mali et définit les contours du Comité national pour le salut du peuple. À l'article 30, il est bien écrit que le Comité national pour le salut du peuple a pour mission d'assurer la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition et que le Comité national pour le salut du peuple désigne en son sein un président qui assure les fonctions de chef de l'État. Les articles qui suivent accordent les prérogatives dédiées au chef de l'État au président du dit comité. Ce comité national qui, selon l'article 29, est composé d'un président, des vice-présidents et des membres. Un règlement intérieur fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité. Il est également stipulé à l'article 37 que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président du comité prend en accord avec le comité national pour le salut du peuple des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Dans ses dispositions finales, l'acte à l'article 41 indique qu'avant l'adoption d'une charte pour la transition, les dispositions du présent acte qui s'appliquent comme dispositions constitutionnelles complètent et modifient ou supplèent celles de la Constitution du 25 février 92. Toutefois, les dispositions de la Constitution du 25 février 92 s'appliquent tant qu'elles ne sont pas contraires ou incompatibles avec celles du présent acte. Un acte qui rappelle à l'article 24 que tout citoyen,
toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances le présent acte signé à Kati le 24 août 2020, le président du Comité national pour le salut du peuple, colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup Amadou Moustapha Dian. Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger, état sahélien pauvre et très sec, ont fait 45 morts et plus de 226 000 sinistrés, alors que plusieurs quartiers de Niamey, la capitale, sont engloutis par les eaux, ont indiqué ce jeudi les autorités. Il a été enregistré dans tout le pays 25 834 ménages sinistrés, totalisant 226 563 personnes, avec 45 pertes en vies humaines à la date du 24 août 2020. C'est selon le ministre nigérien de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes dans un communiqué. Un précédent bilan officiel du 18 août 2020 faisait état de 38 morts et plus de 150 000 sinistrés. Plus de 6 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du pire bilan depuis la fin du confinement le 11 mai et le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de l'épidémie. À titre indicatif, 7 578 cas avaient été signalés le 30 mars au paroxysme de la crise. Le total des contaminations en France s'établit désormais à 259 698 cas. Depuis mardi, 32 décès ont été comptabilisés, élevant à 30 576 le nombre de victimes du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous, nous parlons de l'application DISA, une application mobile de santé qui permet aux populations d'interagir avec des médecins disponibles 24 heures sur 24. Initiée en juillet 2019, l'application va lancer de nouvelles initiatives compte tenu de la pandémie de Covid-19. Écoutons à ce propos Serigne Abdourahmane Diakhoumpa, responsable marketing et social media manager de DISA Sénégal. DISA Sénégal, c'est une application mobile de santé qui permet aux utilisateurs d'interagir directement avec des médecins en ligne. Et les Sénégalais pourront, à travers cette application, poser toutes questions qui ont rapport avec la santé. Et nous travaillons avec des médecins qui sont disponibles 24 heures sur 24 à répondre à leurs questions, à leurs conseils et à les diriger sur toutes leurs inquiétudes de santé, si je puis dire ainsi. Donc, DISA Sénégal est né au Sénégal le mois juillet dernier, en 2019 exactement. Cependant, nous voulons relancer l'application dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et par la même occasion, nous avons renforcé nos services et ainsi la plateforme bisa.sn pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder aux services de santé. Et voilà, notre but, c'est de démocratiser l'accès aux services médicaux tout en permettant aux Sénégalais de pouvoir parler à un médecin depuis leur salon, depuis leur chambre à coucher. Parce que tout le monde sait que dans ce contexte de crise sanitaire, c'est plus difficile de se déplacer, de prendre les transports en commun. À tout moment, on risque d'être infecté. Donc, DISA Sénégal vise à faciliter l'accès aux services sanitaires, aux services médicaux et mettre à la disposition des Sénégalais une application 100% gratuite, une application qui leur permettra de parler à tout moment, 24 heures sur 24, à des professionnels de la santé. Une application qui est renforcée surtout dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Et d'ici quelques jours, nous allons mettre à la disposition des Sénégalais un numéro qui va leur permettre de parler directement à des médecins sans pour autant passer à l'application pour ceux qui ont des difficultés de se servir d'un smartphone. Je voulais préciser aussi qu'il y a une plateforme, c'est-à-dire un site web qui permet à ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui ont des difficultés de l'utiliser d'aller directement sur ce site web et de poser leurs questions à des médecins
dans l'anonymat et dans la confidentialité totale. Et puis parlons de la lutte contre le coronavirus dans le département de Mbacké qui enregistre ces derniers jours des chiffres à la baisse des résultats obtenus grâce à l'engagement de la communauté selon le président du comité départemental de gestion des épidémies. Mais selon le préfet du département, cela ne doit pas être un motif de relâchement de la population. Il invite tout un chacun à continuer de respecter les gestes barrières. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rose Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Le Sénégal vers une gestion intégrée du littoral pour faire face aux nombreux conflits y afférents va mettre en place une autorité nationale de gestion durable du littoral, une instance qui va veiller au respect de la loi sur le littoral et de la délivrance des autorisations d'exploitation. Litige foncier dans le Kassa au sud du pays entre le village d'Oussouye et celui de Moulamp-Dicomol. La communauté villageoise d'Oussouye réclame la restitution des conclusions de la médiation menée par l'évêque de Ziguinchor et le président de la CNDT. Ils veulent leur part de la vérité dans cette affaire qu'ils qualifient de vol de terre associé à des actes de vandalisme dont ils se disent victimes. La communauté laïenne sursoit pour cette année le pèlerinage de Guédiaga à Malika, son deuxième plus grand événement, une décision prise après concertation et qui, selon Serigne Mandione Laye, coordonnateur général du pèlerinage et fils du khalife, vise à stopper la propagation du virus dans ce contexte de pandémie. À Gorée, qui a enregistré le week-end dernier son premier cas de Covid-19, le maire appelle au calme et à la sérénité, mais invite à une prise de conscience des populations qui doivent systématiquement, selon Maître Augustin Senghor, changer les habitudes pour très rapidement éjecter le virus hors de l'île où le dispositif sanitaire reste renforcé. Au Mali, le CNSP, dans son acte numéro 001, CNSP se confère l'exercice du pouvoir le temps de la transition. Info Santé a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre chronique Sud Nutrition.